Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il est un peu ironique que je me lève à minuit ce soir pour parler d'une des questions les plus importantes et dont on discute si peu souvent, c'est-à-dire la crise du climat. J'ai posé une question au Premier ministre le 8 février, mais il y a quelque chose, le fait qu'il soit minuit me rappelle de l'horloge de l'Apocalypse, une horloge créée en 1945 pour réveiller la population à la folie de la course aux armements. Et cette horloge a été créée par un groupe de scientifiques de l'Université de Chicago. Et ces dernières années, ils ont ajouté une aiguille des minutes pour tenir compte de la crise du climat, de l'augmentation du CO2 et de notre incapacité à agir. Et ce lien entre la menace nucléaire et la menace climatique a été exprimé à la première conférence qui a été tenue au Canada en juin 1998 et 300 scientifiques qui ont assisté à cette réunion ont dit que l'humanité mène une expérience mondiale sans contrôle et dont les conséquences pourraient être presque aussi pire qu'une attaque nucléaire. Maintenant, l'horloge indique minuit moins 5 à cause de la menace climatique. Et un pays, à sa grande honte, n'a plus une grande responsabilité. Le ministre a dit qu'il porte avec fierté l'odieux de cet échec. Et nous ne parlons pas de cette génération, mais de nos propres enfants. Et nous les trahissons tous les jours lorsque nous soulevons le changement climatique de temps en temps, lorsque un parti accuse l'autre de vouloir une taxe sur le carbone. Eh bien, au sujet de cette horloge, au cours des dernières semaines, les scientifiques ont dit que la chimie de l'atmosphère a changé. Il y a maintenant plus de 400 parties par million de gaz à effet de serre. Et ça, ce n'est pas une situation temporaire. Cette concentration va durer pendant des siècles. Le gaz carbonique dans l'atmosphère dure 100 ans. Nous savons que nous devons éviter un réchauffement de 2 degrés et en 2009 à Copenhague, ce gouvernement a accepté une cible qu'il savait être trop faible pour éviter un réchauffement de 2%. Or, tous les jours dans cette chambre, chaque fois que la question est soulevée, on entend des conservateurs dire qu'ils sont sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs de Copenhague. Comme je l'ai dit le 26 février au Premier ministre, les chiffres de l'Environnement Canada indiquent qu'en 2020, ce gouvernement aura totalement échoué à atteindre le faible objectif qu'ils se sont donné. C'est inacceptable et il est temps d'agir sérieusement en matière de changement climatique. Le secrétaire parlementaire, merci Monsieur le Président. Oui, bien sûr, il est minuit et j'aimerais dédier ce débat d'ajornement des Johnston qui, jour après jour, vient dans notre chambre et il est passionné par le changement climatique. Eh bien, la politique de notre gouvernement est de s'occuper de cette question très urgente. Et comme c'est une question tellement importante pour les Canadiens et la collectivité mondiale, j'ai beaucoup de mal à croire que ma collègue en face traite cette question avec une telle légèreté qu'elle compare le Canada
à un pays dirigé par un dictateur, la Corée du Nord. Cette question est tellement grave que je crois que nous ne devrions pas comparer les progrès de notre pays, le leadership mondial de notre pays, à un pays qui, franchement, a un bilan désastreux en matière d'environnement. Et au cours des 2 dernières années, Monsieur le Président, ici, dans la Chambre des communes, j'ai essayé d'encourager un débat positif. Il y a une chose que j'ai constatée, et c'est l'hyperbole de la part des députés de l'opposition. C'est très décevant. Alors, lorsque la députée en face compare le Canada, où nous avons doublé les espaces protégés dans ce pays de l'ordre de 50% depuis que notre parti est arrivé au pouvoir. Les scientifiques d'Environnement Canada ont montré que l'augmentation des émissions de GS n'est pas liée à la croissance économique. C'est grâce aux efforts de notre gouvernement que la croissance des émissions de GES a diminué alors que l'économie continue à se développer. Et de manquer à ce point de respect à l'égard de notre bilan, de nous comparer à la Corée du Nord, c'est manquer de respect pour ce débat. Depuis longtemps, j'avais hâte à ce débat d'ajournement parce que lorsqu'on voit le bilan environnemental de la Corée du Nord, eh bien, des scientifiques de réputation mondiale ont dit que le paysage est mort, c'est difficile d'y vivre, d'y survivre. C'est un scientifique hollandais qui le disait. Ils n'ont pas d'arbres pour retenir le sol. Il y a des glissements de terrain, des désastres épouvantables. Comment est-ce que nous ne pouvons pas avoir un débat approprié? Nous devrions nous respecter les uns les autres. Essayer de comparer notre pays à la Corée du Nord ne fait que de dégrader le débat. Nous avons réussi à réduire les émissions de GS grâce à la réglementation du secteur des transports, par exemple, par l'introduction des centrales au charbon. C'est la première fois qu'on fait preuve de leadership dans ce domaine et nous devrions en être fiers en tant que Canadiens. Mais au lieu de cela, on nous sert des discours exagérés. On compare notre pays pour la Corée du Nord. Je trouve ça inadmissible, mes électeurs aussi. Et j'espère sincèrement que ma collègue en face va attacher plus d'importance à ce débat et et au changement climatique et qu'elle me demande comment nous pouvons mesurer les réductions de GES tout en encourageant la croissance économique. Eh bien, j'espère pour elle qu'on pourra avoir un débat respectueux au lieu de ces exagérations à l'avenir. L'honorable député de Saint-Joseph-Charles, eh bien, je suis étonnée que la secrétaire parlementaire pense que le consensus des scientifiques réunis au Canada, une conférence inaugurée par Brian Mulroney, c'est une exagération lorsqu'on voit ce que dit notre ministre des Ressources naturelles qui dit récemment, qui a dit que la fin de l'utilisation des hydrocarbures aurait une conséquence désastreuse pour le Canada et le monde. Est-ce qu'il a regardé la science? Et dans le même paragraphe que j'ai cité, eh bien, est-ce qu'il dirait que ça, c'est une exagération? Le même rapport signé à maintes reprises par le ministre des Ressources naturelles a dit qu'on va continuer à utiliser les hydrocarbures. Ce qu'il va dire, seulement 1/3 des réserves d'hydrocarbures pourront être consommées en 2050 si on veut éviter un réchauffement de 2 degrés Celsius. L'objectif de son gouvernement et les organismes internationaux disent que les 2/3 des ressources connues doivent rester dans le sol. Ce n'est pas une exagération, c'est les faits. Eh bien, ma collègue en face n'a pas retiré ses propos. Elle a comparé le Canada à la Corée du Nord. C'est mal, c'est un manque de respect. Nous sommes le premier pays à interdire les centrales électriques au charbon. Il y a de quoi être fiers. Nous avons pris des règlements sur les véhicules de passagers qui vont réduire les émissions de GES d'une manière concrète. Nous travaillons avec le secteur pétrolier et gazier
afin d'avoir un règlement qui réduira les émissions de GS dans ce secteur, tout en assurant que ce moteur essentiel de notre économie continue à se développer et qui continue à créer des emplois pour l'économie. Pas une fois je n'ai entendu dire qu'il faut trouver un équilibre entre la croissance économique et l'intendance environnementale. Mais pour ma part, je pense que c'est une chose que nous pouvons faire au Canada. Je pense que nous pouvons respecter le débat sur les changements climatiques et assurer une transition à une économie moins dépendante du carbone, mais sans comparer notre pays à la Corée du Nord.